La séance est reprise avec la discussion générale et nous commençons avec M. Gérard Cherpion pour le groupe Les Républicains pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'Assemblée nationale est appelée à examiner son premier projet de loi, un projet de loi majeur. Majeur car il s'attaque à l'un des chantiers prioritaires de cette nouvelle législature, le travail et l'emploi. Alors que le précédent président de la République avait fait du combat contre le chômage une priorité, promettant à maintes reprises une inversion de la courbe du chômage, la France n'a jamais connu une telle augmentation de demandeurs d'emploi. Il faut le rappeler, notamment à ceux qui pensent avoir laissé le pays dans un bien meilleur état entre 2012 et 2017. Ce sont 583 000 demandeurs d'emploi de catégorie A supplémentaires et 1 216 500 en catégorie A, B et C. Je n'aborderai même pas l'état calamiteux des finances publiques dénoncé par la Cour des comptes. Face à cette situation, nous sommes dans une urgence absolue. Tout doit être mis en œuvre pour combattre le fléau que représente le chômage. Votre texte, Madame la Ministre, entend être une première réponse. Fidèle à ses valeurs, le groupe Les Républicains abordera la discussion de ce texte de façon ouverte, volontariste, mais aussi attentive et vigilante. Madame la Ministre, vous avez respecté l'article L1 du Code du travail, ce qui n'a pas toujours été le cas sous la précédente mandature. En effet, cet article issu, rappelons-le, de la loi Larcher, oblige le gouvernement à consulter les partenaires sociaux lorsqu'il souhaite légiférer sur les sujets sociaux. Le Président de la République, le Premier ministre et vous-même avez reçu et recevez encore les représentants patronaux et les syndicats de salariés. Oui, Madame la Ministre, si la démocratie sociale a toute sa place et toute son importance dans un projet comme celui-ci, et vous l'avez rappelé, il ne faut pas oublier la démocratie politique, à savoir le rôle de l'Assemblée nationale, représentante du peuple français. Et sur ce point, Madame la Ministre, la méthode retenue est contestable. Les conditions d'examen de ce texte de notre Assemblée ne sont pas acceptables. Ainsi, nous avons été contraints de vous auditionner alors que le délai de dépôt des amendements était déjà clos et la Commission des affaires sociales a dû se réunir en urgence. Plus grave, vous nous demandez de voter un texte vous autorisant à légiférer en lieu et place du Parlement sans même que nous connaissions le contenu des ordonnances. En effet, lorsque nous vous posons les questions précises sur celui-ci, sur la direction que vous allez prendre, vous êtes dans l'incapacité de nous répondre car vous êtes encore en concertation avec les partenaires sociaux. Cette façon de faire est en totale contradiction avec les propos du Président de la République lors de son discours au Congrès de Versailles. Il nous a dit « il faut prendre le temps pour légiférer ». Est-ce une manière de gouverner qui deviendrait une habitude sur tous les projets de loi ou allez-vous respecter les droits du Parlement dans cette mandature nouvelle ? Le texte démontre la limite de l'exercice des ordonnances, même si j'étais un peu surpris par tout à l'heure la motion de renvoi en commission utilisée par des gens qui ont utilisé 49.3, ce qui, à mon sens, est bien plus embêtant et bien plus grave que les ordonnances. En commission et en réponse à une proposition d'amendement de notre groupe, le rapporteur nous a expliqué, je cite, « Une telle mesure aboutirait à restreindre les possibilités offertes au gouvernement dans le projet de loi d'habilitation. Je souhaite pour ma part que le champ de la concertation soit le plus large possible. » Non, monsieur le rapporteur, le Parlement n'a pas à donner le champ le plus large possible au gouvernement. En accord avec notre Constitution, le Parlement peut déléguer son pouvoir de légiférer au gouvernement, mais pour cela, nous devons définir un cadre précis à la prise des ordonnances. Nous ne devons pas signer un chèque en blanc et les Républicains qui veulent la réussite de la France, qui veulent la réussite du projet de la France, ne le donneront pas. Lorsque notre collègue de la France insoumise interpelle la Commission sur le fait que pas un seul amendement n'a été adopté, la réaction de la présidente de la Commission a été de dire « mais bien évidemment ». Je pose donc sérieusement la question, Madame la Ministre, considérez-vous le Parlement comme une simple chambre d'enregistrement qui n'aurait pas son mot à dire ? Si le Parlement n'est pas le greffier des partenaires sociaux, il est vrai que nous n'avons pas beaucoup entendu nos collègues de la majorité lors de l'examen de ce texte. Enfin, sur le fond, je serai beaucoup moins sévère. Je ne peux m'opposer à des propositions que j'ai moi-même portées avec mon groupe durant les 5 dernières années. J'avais rédigé avec Christian Jacob une proposition de loi en ce sens en 2014 et nous avions déposé à maintes reprises des amendements sur ces sujets. La majorité d'alors, dont certains membres siègent dorénavant dans la nouvelle majorité, avait systématiquement refusé nos propositions. Aujourd'hui, elle va servilement tout accepter.
Il est regrettable d'avoir perdu autant de temps, mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Les principaux sujets retenus par le projet nous satisfont. Nous sommes ainsi favorables à la sécurisation des accords de branche et à l'extension des accords d'entreprise. Les décisions doivent pouvoir être prises au plus proche du terrain, dans les entreprises elles-mêmes. Toutefois, il peut être complexe pour certaines entreprises, et notamment les plus petites, de recourir à un accord d'entreprise. Il est ainsi nécessaire de maintenir les accords de branche, non seulement pour aider et soutenir les PME, mais aussi pour garantir un minimum de cohérence sur le territoire. Faut-il le rappeler, et vous l'avez fait, Madame la Ministre, 95% des entreprises sont des TPE et PME de moins de 50 salariés. 55% de l'emploi salarié de notre pays se situe dans ces entreprises. Il faut avoir un cadre législatif suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux situations différentes. Et cette question sera pour nous une ligne rouge. La fusion des instances représentatives du personnel et la possibilité d'y associer le délégué syndical va dans le bon sens. Nous vous proposons d'ailleurs d'être plus ambitieux et audacieux. La multiplication des réunions devient un vrai casse-tête pour les entreprises. Il faut simplifier le dialogue social, le clarifier. Il n'est également pas illogique de fusionner des instances qui comptent en leur sein souvent les mêmes personnes. Vous vous saisissez également à nouveau du sujet des prud'hommes, sujet que le précédent gouvernement n'a pas eu le courage de régler, et vous instaurez un barème des indemnités. Cette mesure pourrait sembler injuste pour les salariés. Pourtant, elle va recréer de l'emploi. En effet, les chefs d'entreprise ont une réelle peur d'embaucher, notamment en raison des risques sociaux et financiers qu'ils peuvent encourir. Dans certains tribunaux prud'homaux, les indemnités peuvent atteindre un montant tel que certaines entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes en licenciant la totalité du personnel. À cela s'ajoute la disparité du montant des indemnités en fonction du tribunal prud'homal dont dépend l'entreprise. Il est donc essentiel de mettre en place cette mesure. Nous sommes également favorables à une meilleure reconnaissance du fait syndical dans l'entreprise, et le chèque syndical peut être un outil intéressant. De même, la sécurisation des parcours des salariés doit être un chantier prioritaire. Le dialogue social dans l'entreprise fonctionne si les représentants syndicaux sont réellement et concrètement représentatifs des salariés. Enfin, il est essentiel de simplifier le compte pénibilité, et c'est pour les Républicains la deuxième ligne rouge de ce texte. Oui, le dispositif est trop complexe, c'est un frein au développement des entreprises. Aujourd'hui, j'en profite pour remercier le journal Les Échos qui, en informant le Parlement, se substitue au gouvernement en nous apprenant que l'exécutif renoncerait à 4 critères totalement inapplicables dans l'entreprise. Nous pouvons nous en réjouir, mais resterons vigilants à la réalité de l'application de cette simplification qui ne doit pas être un simple changement sémantique, passant du compte de pénibilité à compte de prévention. À cet égard, j'avais proposé que la pénibilité soit traitée en amont, plus de préventif, moins de curatif. Madame la Ministre, alors que la concertation continue, comment allez-vous respecter les droits du Parlement? Comment allez-vous le tenir au courant de l'évolution des ordonnances? Il est essentiel d'associer le Parlement le plus tôt possible et tout au long du processus. Vous pouvez le constater, le groupe Les Républicains aborde de façon ouverte la loi d'habilitation, mais sera très vigilant sur le contenu des ordonnances et en particulier sur la place des entreprises de moins de 50 salariés et sur le compte professionnel de prévention. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cherpion.